Juste un mot avant de vous parler de René Girard. Vous pouvez m'aider à faire de Paroles de philosophe une grande chaîne d'éducation populaire. Rejoignez-moi sur Patreon, vous aurez accès à toutes mes nouvelles vidéos en avant-première et sans interruption publicitaire. Pour vous remercier de votre contribution, votre nom apparaîtra au générique. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un que nous connaissons tous très bien. Nous le connaissons pour l'avoir déjà fréquenté un jour, et peut-être même pour l'avoir été un jour. Nous allons parler de cette personne qui peut être n'importe qui, selon les caprices de l'histoire. De cette personne sur laquelle le groupe fait retomber tous les torts qui lui arrivent. Cela peut être l'enfant harcelé par ses camarades de classe. Cela peut être aussi le collègue isolé au travail. Cela peut être l'étranger accusé de tous les maux d'un pays. Ou encore le membre de la famille sur qui retombent toutes les tensions et les frustrations. Nous allons parler du réprouvé, du souffre-douleur, de la tête de Turc. Bref, nous allons parler du bouc émissaire. Et d'ailleurs, le bouc émissaire peut tout aussi bien être un individu seul qu'un groupe de personnes sur lequel se déchaîne la haine de toute la société. Alors, la violence qui avait commencé par la stigmatisation se change en persécution systématique, jusqu'à ce que la société, enivrée de sa rage collective, finisse par s'abandonner au lynchage, voire au massacre. L'histoire est connue, elle est même banale, elle s'est produite d'innombrables fois, en d'innombrables lieux et à toutes les époques. Elle se produit encore aujourd'hui aux quatre coins du monde, comme si rien ne pouvait arrêter ce cycle infernal. À moins peut-être que l'on essaye de comprendre pourquoi ce mécanisme du bouc émissaire se met en place. Et c'est ce qu'a essayé de faire le philosophe français René Girard dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, ce qu'il faut tout de suite noter, c'est que lorsqu'on parle de bouc émissaire, on sait que l'on parle de quelqu'un d'innocent. Le bouc émissaire, par définition, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas commis la faute qu'on lui reproche. Mais attention, cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre aurait commis la faute, comme quand la justice condamne un innocent à la place du véritable coupable. Parce que dans ce cas, même si on se trompe de coupable, il y a quand même un véritable coupable qui existe quelque part, et qui a réussi à échapper à la justice. Or, et c'est ça qui est déroutant, on désigne un bouc émissaire justement quand il n'y a pas de vrai coupable. Et s'il n'y a pas de vrai coupable, c'est pour la bonne raison qu'aucune faute n'a été commise par personne. Aucune faute n'a été commise, mais une calamité s'est abattue sur la société, comme par exemple une épidémie ou une catastrophe naturelle. Et cette calamité met en péril l'existence même de la société. Parce que tout le monde a envie d'accuser tout le monde. Mais ça, bien sûr, ça ne peut pas marcher. Parce que si tout le monde se met à accuser tout le monde, c'est la société tout entière qui se disloque. Le seul moyen qu'il reste à la société pour s'apaiser et retrouver un équilibre, c'est donc qu'elle invente collectivement un coupable. Un coupable qui servira d'exutoire. Un coupable sur lequel elle pourra projeter ses propres conflits internes. Alors, tout ça peut nous sembler absolument logique, et pourtant, si l'on y réfléchit un peu, cela ne l'est pas du tout. Parce que lorsqu'un danger menace un groupe social, la logique voudrait que ce groupe social soit le plus solidaire possible, le plus uni possible pour faire face au péril. Et donc, qu'il n'exclut personne, et surtout pas ceux qui n'y sont pour rien. Face au péril, on s'attend à ce que chaque membre du groupe se soutienne mutuellement. Car sans solidarité, aucune véritable entraide n'est possible. Et l'absence d'entraide ne peut qu'aggraver les maux qui frappent un groupe social. Quand un bateau coule, on essaye bien sûr de sauver sa peau, de survivre. Et si on y arrive, on ne va pas se précipiter sur le capitaine pour l'étrangler afin de se venger du naufrage, parce que ça n'aurait aucun sens. Au contraire, on essaye plutôt d'aider les autres passagers, de porter assistance à ceux qui sont encore en danger. Et c'est pareil si votre immeuble prend feu. Vous allez essayer de vous en sortir, et puis ensuite, vous allez signaler aux pompiers les appartements qui sont habités.
Mais à moins d'être complètement cinglé, vous n'allez pas vous soulager de votre peur en maltraitant le concierge qui n'y est pour rien. Tout ça, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens et pourtant, dans la désignation d'un bouc émissaire, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est un processus qui défie la raison, mais qui doit pourtant avoir sa propre logique. Une logique perverse sans aucun doute, mais une logique quand même. Et c'est cette logique que René Girard va nous aider à comprendre. Et pour cela, il va être amené à élaborer une théorie qui permet de comprendre comment fonctionnent tous les groupes sociaux et comment se développe la cohésion de chaque société humaine. Bien avant d'étudier le phénomène du bouc émissaire, René Girard va donc se poser une question beaucoup plus fondamentale. Quelle est la source de la violence dans les sociétés humaines ? C'est une question dont la réponse semble a priori aller de soi. La violence vient du fait que chacun souhaite posséder ce que possèdent les autres. Par exemple, vous rêvez de posséder une voiture de sport, mais vous n'en avez pas les moyens. Dans ce cas, vous allez développer de l'antipathie, de la rancœur envers celui qui possède la voiture de vos rêves. Et donc, vous serez enclin à développer des sentiments de haine et de violence. Ça, c'est l'explication la plus simple, la plus évidente. Or, ce que nous dit René Girard, c'est qu'un autre désir se cache derrière ce que nous croyons être notre désir. Et cet autre désir, plus fondamental, c'est un désir d'imitation. Si je veux acheter une voiture de sport, c'est d'abord parce que je désire imiter le comportement de ceux qui possèdent une voiture de sport. C'est d'ailleurs exactement le phénomène que l'on observe dans la mode vestimentaire. Quand nous voyons quelqu'un porter un vêtement qui nous plaît, nous désirons nous aussi porter ce vêtement. Mais en fait, notre véritable désir, ce n'est pas de porter ce vêtement, c'est en réalité d'imiter ceux qui le portent. Et c'est ce que René Girard appelle le désir mimétique. La preuve la plus flagrante que notre désir est mimétique, on la trouve en observant le comportement des enfants. Lorsqu'un enfant s'amuse avec un jouet, un autre enfant qui l'observe va développer un désir pour ce même jouet. Non pas parce que le jouet en lui-même a une valeur particulière, mais uniquement parce que le premier enfant s'amuse avec. Et le deuxième enfant voudra alors s'emparer de ce jouet-là, même s'il y a d'autres jouets similaires ou identiques à portée de main. L'objet du désir, ce jouet-là et pas un autre, devient précieux uniquement parce qu'il est déjà désiré par quelqu'un. Autrement dit, nous avons toujours besoin d'un modèle pour savoir quoi désirer. D'ailleurs, les publicitaires l'ont très bien compris. Toute leur stratégie repose sur le mécanisme du désir mimétique. Quand vous regardez une publicité pour un produit, peu importe que cela soit une voiture, un téléphone ou une station balnéaire, le produit est généralement placé au second plan. Dans une publicité pour une voiture, ce qu'on nous montre avant tout, ce sont des images de personnes qui sont séduisantes parce qu'elles conduisent cette voiture. Et donc, ce qu'on nous vend, c'est la possibilité de les imiter. Et c'est pareil pour les téléphones portables. Les spots publicitaires n'insistent pas sur les spécifications techniques de l'appareil, mais ils nous montrent des jeunes gens épanouis qui créent, qui dansent, qui ont une vie sociale intense grâce à leur téléphone. Autrement dit, lorsque nous désirons quelque chose, nous croyons que nous désirons avoir, alors qu'en réalité, nous désirons être. Tout désir d'avoir, selon René Girard, est en réalité un désir d'être, c'est-à-dire un désir d'être plus que ce que nous sommes. Et c'est là que l'analogie avec la publicité s'arrête. Parce que si notre désir est un désir d'être, alors nous ne pouvons plus le satisfaire dans la rivalité avec les autres. Je m'explique. Si nous désirons posséder tel objet, par exemple le dernier iPhone, nous ne sommes pas dans une véritable rivalité avec les autres. Parce que plus il y a de personnes qui veulent posséder le dernier iPhone, plus Apple fabriquera des iPhones. Et donc, cet objet sera toujours accessible sur le marché. Alors bien sûr, ce raisonnement a une limite, parce que si tout le monde désire avoir une villa avec une piscine, ça ne sera pas possible. Mais même si ce n'est pas possible, même si tout le monde ne peut pas avoir une villa avec une piscine,
tout le monde peut au moins espérer. Certains vont vouloir y parvenir en essayant de réussir professionnellement. D'autres vont tenter d'y arriver en jouant au loto par exemple. Et même si tout le monde ne réussit pas professionnellement, ni ne gagne au loto, l'objet désiré, c'est-à-dire la villa avec une piscine, est en théorie, je dis bien en théorie, accessible. Il est accessible parce qu'il existe. Alors qu'au contraire, vouloir être plus que ce que nous sommes, ça c'est une autre paire de manches. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'impossible. Or, que nous dit une vedette qui se fait prendre en photo dans un lieu paradisiaque ? Eh bien, elle nous dit quelque chose de très simple. Elle nous envoie un message limpide. Et ce message, il tient en une phrase. « Dommage que vous ne soyez pas moi ». Et que nous disent ces millions de gens sur les réseaux sociaux qui essayent eux aussi de se mettre en scène dans une vie idyllique ? Eh bien, exactement la même chose. Dommage que vous ne soyez pas moi. Et nous-mêmes, qu'essayons-nous de dire aux autres chaque fois que nous nous mettons en valeur, que nous racontons nos exploits, nos réussites, que nous nous flattons par exemple de la réussite de nos enfants ? Eh bien, encore et toujours le même message. Dommage que vous ne soyez pas moi. Dommage que vous ne soyez pas moi, c'est-à-dire j'existe plus que vous, je suis plus que vous. Et à la source de ce message, il y a donc une croyance collective. Chacun d'entre nous croit que pour être plus intensément, il lui faudrait devenir un autre que lui-même. Ainsi, nous sommes tous pris dans un jeu totalement fou, où nous regardons les gens que nous envions en regrettant de ne pas être eux, tout en essayant nous-mêmes d'être regardés par les autres de telle façon qu'ils souhaitent être nous. Or, si cette rivalité est universelle, si elle est l'ultime secret de la comédie sociale que nous jouons tous, alors cela veut dire que nous vivons sans arrêt dans une rivalité insurmontable. Parce que, malgré la diversité de nos désirs, nous désirons en fait tous la même chose. Et donc, personne ne peut gagner à ce jeu-là. C'est une concurrence absurde, puisqu'il n'existe aucun objet dont la possession nous comblerait et nous soulagerait du désir de vouloir être plus que ce que nous sommes. Le problème, c'est que si nous sommes tous engagés dans une rivalité à laquelle rien ne peut mettre un terme, alors le conflit qui régit les relations humaines est un conflit sans issue. Et un conflit sans issue, cela ne peut déboucher que sur un déchaînement de violence. René Girard écrit, je cite, « Chaque fois que la violence surgit en un point quelconque d'une communauté, elle tend à s'étendre et à gagner l'ensemble du corps social. » Fin de citation. Pour René Girard, si la violence est contagieuse, c'est parce qu'elle est, elle aussi, mimétique, tout comme le désir. Or, si la violence se propage à la société tout entière, elle finit fatalement par menacer l'existence même de la société. Car la seule issue à la violence de tous contre tous, c'est que tout le monde soit anéanti. C'est la mort de tous. Et c'est pourquoi la seule solution, lorsque la crise atteint un tel paroxysme, consiste à remplacer la violence de tous contre tous par la violence de tous contre un seul. Et c'est ici qu'entre en scène le bouc émissaire. Alors, avant d'aller plus loin, il faut expliquer d'où vient cette expression de bouc émissaire. Elle remonte à un rituel religieux qui est décrit dans l'Ancien Testament. Lors de la fête juive du Yom Kippour, le grand prêtre devait poser ses mains sur la tête d'un bouc et confesser tous les péchés du peuple. Ce bouc était ensuite envoyé dans le désert, où il emportait symboliquement les fautes de la communauté. Ce rituel avait donc pour but de purifier la communauté de ses fautes et de restaurer l'harmonie sociale. Au lieu de retourner la violence sociale vers l'intérieur de la société, on tentait de l'expulser hors de la société. Mais ce qu'il est important de bien noter, c'est que lors de ce rituel, personne n'ignore que le bouc est innocent. Le prêtre le sait et le peuple le sait. Et c'est sur ce point précis que la théorie de René Girard va apporter un éclairage totalement nouveau. Parce que, en dehors du rituel sacré qui a donné son nom à l'expression bouc émissaire, les choses ne se passent pas du tout de la même manière.
Bien au contraire. Pour qu'un bouc émissaire puisse pleinement remplir son rôle, il ne faut pas que l'on sache qu'il est innocent. La communauté doit même se convaincre, et convaincre tous ses membres, que l'accusé est réellement coupable des troubles que subit le groupe social. Bref, la communauté doit se raconter un mensonge collectif, et elle doit collectivement y croire. C'est la condition nécessaire pour que le sacrifice de la victime canalise et apaise les tensions qui menacent ce groupe social. Ce qui est original dans l'approche de René Girard, c'est donc d'identifier le phénomène du bouc émissaire comme sous-jacent dans tous les groupes humains et dans toutes les sociétés, d'y voir une constante anthropologique fondamentale. Et en effet, la persécution des boucs émissaires est une constante historique qui dépasse les époques et les cultures. Depuis les chasses aux sorcières jusqu'au génocide moderne, on retrouve invariablement ce même scénario archaïque dans lequel un individu ou une minorité sont accusés à tort et sacrifiés dans l'espoir de neutraliser la violence qui menace le groupe social. Mais alors, si le bouc émissaire doit être à la fois innocent du point de vue des faits, tout en étant coupable aux yeux de la société, il ne peut pas être choisi au hasard. Il faut qu'il ait certaines caractéristiques qui le prédisposent à devenir un bouc émissaire. Donc, la question qui se pose, c'est comment les sociétés choisissent-elles leur bouc émissaire ? Quel profil doit avoir un innocent pour que tout le monde puisse se convaincre qu'il est coupable ? Eh bien d'abord, il faut que la future victime soit distante, séparée de la communauté. Par exemple, qu'elle ne soit pas de la même ethnie, ou bien qu'elle n'ait pas la même religion que le groupe majoritaire. C'est indispensable pour que les membres du groupe majoritaire ne se sentent pas eux-mêmes visés par le sacrifice. Autrement dit, les persécuteurs ne doivent pas pouvoir s'identifier aux persécutés. Il faut ensuite, nous l'avons dit, que les persécuteurs ignorent que la victime est innocente. Sinon, l'effet magique, entre guillemets, de la persécution ne peut pas se produire. Si la communauté a le sentiment que l'on a sacrifié quelqu'un par erreur, alors elle continuera à se sentir responsable des maux qui lui arrivent, et tout le mécanisme de sacrifice n'aura servi à rien. Et donc, pour que les persécuteurs ignorent que la victime est innocente, il faut que l'on invente de toutes pièces sa culpabilité. Ce qui peut aller du simple fait de répandre des rumeurs jusqu'à la fabrication de fausses preuves. Un exemple célèbre que l'on cite assez souvent, c'est le fameux protocole des sages de Sion. Ce document, qui prétendait révéler un complot visant à dominer le monde, était un faux fabriqué dans le but de désigner aux foules un ennemi bien identifié et de déchaîner des persécutions antisémites. Bien sûr, on pourrait citer d'innombrables autres exemples, dont certains sont assez récents. Et pour n'en citer qu'un, on se souviendra qu'en France, à la fin des années 1980, donc il n'y a pas si longtemps, Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, devenu aujourd'hui le Rassemblement National, déclara que les malades du sida étaient des sortes de lépreux, contagieux par leur transpiration, leurs larmes, leur salive, et qu'il convenait de les enfermer dans ce qu'il appelait des sidatoriums. Tâchons de ne pas l'oublier. Enfin, autre caractéristique importante du bouc émissaire, celui-ci doit être perçu comme consentant. Pour cela, il faut que le bouc émissaire intériorise les accusations portées contre lui et qu'il croie, au moins inconsciemment, mériter son sort. Seule cette illusion de culpabilité peut le rendre passif face à la violence et l'empêcher de se défendre. C'est d'ailleurs un mécanisme psychologique bien connu. Il est très difficile à une victime isolée de se convaincre qu'elle est innocente lorsqu'elle est seule contre tous. Si tout le monde soutient que nous sommes coupables, alors il est naturel que nous nous posions la question de notre culpabilité. Et ainsi, en doutant de notre innocence, nous faisons le jeu de notre persécuteur. René Girard cite l'exemple d'Édipe. Édipe a tué le roi Laïos sans savoir qu'il s'agissait de son père, puis il est devenu le roi de Thèbes en épousant la reine Jocaste sans savoir quelle était sa mère. Lorsque la peste s'abat sur Thèbes, Édipe cherche la cause de la malédiction.
et il découvre qu'il est lui-même le meurtrier de son père et l'époux de sa mère. Alors bien sûr, c'est le modèle de l'histoire tragique. Mais la question qu'on devrait se poser, et qu'on ne se pose jamais, c'est quelle est la relation entre la culpabilité d'Édipe et l'épidémie de peste ? Eh bien, il n'y en a aucune. Contrairement à ce que nous croyons lorsque nous voyons cette tragédie, ce n'est pas parce qu'Édipe tue son père et épouse sa mère qu'une épidémie de peste s'abat sur la ville. Il n'y a aucune relation de cause à effet. Mais il n'en demeure pas moins qu'Édipe se croit coupable de l'épidémie, parce que la population le croit coupable. Voilà comment, selon René Girard, la victime d'un mensonge collectif peut elle-même adhérer à ce mensonge et se croire coupable alors qu'elle ne l'est pas. Donc, comme nous l'avons vu, la désignation et la persécution d'un bouc émissaire permet de détourner la violence de la communauté vers une cible unique, un ennemi intérieur qui devient le réceptacle de toutes les tensions. Dans ce processus, le groupe social ne se reconnaît lui-même que comme une communauté de lyncheurs. Pour faire partie de la société, il faut faire partie des lyncheurs. Seulement voilà, si le bouc émissaire est innocent, alors son expulsion de la société, voire son sacrifice, ne vont régler aucun problème. Le seul problème qui sera apaisé, c'est celui de la haine collective. Mais cet apaisement est très précaire et surtout, il est toujours provisoire, puisqu'il faudra ensuite trouver un autre bouc émissaire, puis encore un autre bouc émissaire. Et René Girard ne propose aucune solution pour sortir de ce cercle infernal. Mais il relève, dans l'histoire, un événement majeur qui aurait dû faire comprendre à l'humanité le mécanisme du bouc émissaire. Cet événement, c'est la mort de Jésus-Christ. En clamant son innocence, Jésus-Christ est le premier bouc émissaire qui refuse de se taire et qui expose au grand jour l'injustice de son sacrifice. Car Jésus-Christ ne se contente pas de subir la violence sans résistance. Il révèle que cette violence est injustifiée et qu'elle ne résout aucun des conflits de la société. Selon René Girard, le message principal du Christ serait de dévoiler la logique du bouc émissaire afin d'inciter les sociétés humaines à ne plus y recourir. René Girard voit donc dans le christianisme une prise de conscience révolutionnaire, celle qui consiste à reconnaître l'innocence de la victime expiatoire. Et là, on pourrait faire une objection majeure à René Girard. C'est que cette prise de conscience n'est pas universelle. En effet, pour les cultures et les religions non chrétiennes, qui représentent tout de même la majorité de l'humanité, le message de la révélation chrétienne n'a rien de central. Mais en outre, même dans les cultures chrétiennes, le recours au bouc émissaire n'a pas disparu après la mort du Christ, loin s'en faut. Et donc, on touche là à une limite de la théorie de René Girard. D'ailleurs, on s'attendrait plutôt à ce qu'il parle de Socrate, plutôt que de Jésus. Car Socrate, en acceptant sa condamnation à mort, ne pouvait pas ignorer que ce scandale deviendrait la fondation sur laquelle allait se bâtir toute l'histoire de la philosophie. Si notre violence prend sa source, comme nous l'avons expliqué, non pas dans un désir d'avoir, mais dans un désir d'être, alors seule la philosophie peut nous en libérer, en nous permettant de comprendre qu'à partir du moment où nous renonçons à vouloir être plus que ce que nous sommes, nous commençons à être ce que nous sommes. Parole de philosophe.